Cette semaine, dans Carnet de santé, l'autisme, on en parle. Béatrice Fossua, analyste internationale ghanéenne du comportement, discute des défis de l'autisme en Afrique et de ce qui peut être fait. Et un adolescent autiste au Mozambique prouve qu'il est normal d'être spécial. De plus, monkeypox, entendez la variole du singe, se propage dans le monde entier. Que sait-on de cette maladie et à quel point est-elle dangereuse? C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. C'est une maladie qui est souvent mal connue. Le trouble du spectre de l'autisme est un trouble neurodéveloppemental qui affecte un enfant sur 100 dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Les personnes autistes ont souvent du mal avec l'interaction sociale, la communication et le contact visuel. L'autisme se manifeste différemment d'une personne à une autre. Alors que certaines personnes autistes peuvent vivre de manière autonome, d'autres ont de graves handicaps et nécessitent des soins et un soutien tout au long de la vie. En Afrique, de nombreuses personnes atteintes d'autisme sont stigmatisées dans leur communauté. Un centre de soins spécialisé au Rwanda essaie de changer cela. Notre correspondant Micho Milza a visité Autism Rwanda Center, une équipe de soutien pour les enfants autisme et leurs familles. Dili Diko raconte. L'école pour autistes de Kigali fait le bonheur des parents et des enfants. Cet endroit spécial prend en compte les besoins particuliers des autistes et leur apprend à interagir au sein de la société. Les enfants ici, ils bénéficient de l'éducation, mais ils ont aussi le cadre où on les comprend. Personne ne va les brutaliser parce qu'on comprend leur comportement, on comprend leur façon de faire. Donc on est là pour les aider à s'intégrer dans le monde de non-autistes. Vous avez vu, ils jouent entre eux, il n'y a personne qui les juge, et on les aide à manger sans les juger. On les aide à tout faire dans la société comme dans la société. On les aide à tout faire, à les aider, à les appuyer, à les accompagner sans juger. On ignore le nombre d'enfants vivant avec l'autisme en Afrique. Selon les experts, la maladie est sous-diagnostiquée sur le continent en raison d'un manque de sensibilisation et de la propagation de fausses idées sur les autistes. Les éducateurs estiment que les enfants autistes devraient être rapidement envoyés dans des écoles spécialisées pour mieux répondre à leurs besoins éducatifs. Je voudrais conseiller aux parents d'amener les enfants ici le plus tôt possible, lorsqu'ils sont encore jeunes. Dès qu'ils s'aperçoivent de certains signes d'autisme chez leurs enfants, ils doivent venir ici dès l'âge de 3 ans. Quand un enfant arrive au centre lorsqu'il est encore jeune, cela facilite l'apprentissage. La recherche montre que la musicothérapie a de nombreux avantages pour les personnes présentant des signes d'autisme. Entre autres, elle peut aider à l'expression de soi, favoriser une meilleure communication verbale et améliorer la motricité. Avant que mon enfant ne vienne ici, il ne pouvait ni écrire ni communiquer, mais après l'avoir inscrit, son comportement a changé. Ici, ils savent comment s'occuper d'un enfant avec des besoins spéciaux. Désormais, il est capable de suivre des instructions, d'écrire et compter. Maintenant, il sait écrire tous les chiffres de 1 à 20. Et les élèves n'apprennent pas seulement des enseignants, ils apprennent aussi les uns des autres. Béatrice Fossua est superviseure clinique et analyste internationale du comportement chez Autism Compassion Africa à Cape Coast au Ghana. Elle discute des défis auxquels sont confrontés les patients africains atteints d'autisme et de ce qui doit être fait. Vous avez des signes précoces d'autisme chez un enfant neurotypique. À 6 mois, l'enfant devrait être capable d'établir un contact visuel et de jouer avec les parents. Un enfant autiste ne peut pas être en mesure d'avoir un contact visuel avec le parent ou de répondre à son nom.
Et au stade où un enfant devrait être capable de communiquer verbalement, une personne autiste peut ne pas l'être. Certains ne sont même pas capables de s'exprimer. Parfois, vous pouvez voir qu'ils ne sont pas capables de se concentrer ou d'afficher des comportements répétitifs. Nous avons des spécialistes, des personnes qui se spécialisent dans l'autisme et qui peuvent fournir un diagnostic aux personnes autistes. Mais c'est rare. Par exemple, ici, nous avons un hôpital universitaire qui a un médecin spécialisé dans le diagnostic des enfants autistes. Et il est la seule personne ici et nous n'avons tout simplement pas assez de spécialistes dans les autres régions. Les enfants autistes sont comme nous, mais généralement, ils sont stigmatisés et parfois leurs parents craignent de les envoyer à l'école parce qu'ils craignent qu'on les étiquette. Nous avons récemment eu un incident où un garçon de 2 ans a été enterré vivant parce qu'il est autiste et a un besoin spécial. Les parents ont pensé qu'il était un serpent ou un enfant de la rivière. Heureusement, il a été sauvé. À la suite de cet incident, nous, à Autism Compassion Africa, avons pris sur nous d'aller dans la communauté où cela s'est produit et de parler aux gens de la communauté individuellement de l'autisme. Dans notre organisation, nous avons des services directs et cela inclut la fourniture d'une analyse comportementale et d'un diagnostic des enfants autistes et un soutien à leur famille. Nous travaillons sur les compétences sociales, de communication et d'autres domaines avec les enfants afin qu'ils puissent fonctionner de manière autonome et pouvoir s'intégrer dans la communauté. Nous créons une prise de conscience avec des messages d'intérêt public par le biais de vidéos, des médias sociaux et de la radio. Et nous utilisons les langues locales pour que les gens puissent mieux comprendre. Nous avons également des formations avec des écoles où nous parlons aux enseignants de l'autisme et de la manière dont ils peuvent faire ressortir le meilleur de ces enfants. Partons maintenant au Mozambique pour rencontrer Makwakwa, comme il préfère être appelé, un adolescent qui vit avec l'autisme et qui prouve qu'il est normal d'être spécial. Reportage de Sergio Nambi, récit Rosine Munezero. Il a 15 ans. Il aime danser, chanter et jouer. Son nom est Kaïm, mais il préfère qu'on l'appelle par son surnom Makwakwa. Sa mère dit que jusqu'à l'âge de 3 ans, il avait du mal à parler, éviter le contact visuel avec les autres personnes et s'isoler des autres enfants. Ce sont là quelques-uns des premiers signes indiquant qu'il pourrait faire partie du spectre autistique. Il mettait ses mains sur ses oreilles pour les sons forts. Quand on l'appelait, parfois il ne répondait pas. C'est comme s'il ne nous entendait pas. Quand il voulait quelque chose, il prenait la main de quelqu'un et allait avec cette personne jusqu'à la chose qu'il voulait, même si cette chose était à sa portée. Et je me souviens aussi que lorsqu'il voulait sentir quelque chose, il le touchait avec ses lèvres. Makwakwa est atteint d'autisme qui, selon des données récentes, touche environ 70 millions de personnes dans le monde. Il se caractérise principalement par des difficultés de communication et de socialisation. Lorsque Nelia a réalisé que les signes présentés par Makwakwa à l'âge de 6 ans ne correspondaient pas à ce qu'elle pensait être un développement normal pour cet âge, elle a immédiatement cherché une aide professionnelle, mais dit qu'elle n'a pas eu de diagnostic avant 3 ans. Obtenir un diagnostic était difficile, mais trouver du soutien l'était encore davantage. C'est alors que j'ai décidé de parler publiquement de l'autisme, parce que je me suis rendu compte que les gens avaient du mal à en parler avec moi, à me demander ce qu'il a, pourquoi il est comme ça. Et parfois, lorsque quelqu'un posait des questions, j'étais offensée, j'étais contrariée. Après avoir fait quelques recherches, Nelia dit qu'elle a également rejoint l'association mozambicaine de l'autisme. Avec d'autres parents, ils se battent pour l'inclusion et une plus grande sensibilité de la part de la société. C'est très difficile. Nous devrons aller chez le dentiste, nous devrons aller chez le gynécologue avec nos filles. Nous irons dans tous les autres endroits et les gens doivent mieux comprendre. Il n'y a pas de remède annoncé, mais il existe des thérapies et des moyens de soutenir les personnes autistes. Malheureusement, elles ne sont pas facilement accessibles au Mozambique et il y a toujours un manque de sensibilisation et de compréhension. Des parents comme Nelia rejoignent des organisations locales et soutiennent d'autres parents pour faire évoluer la situation et permettre à tous de s'épanouir. L'OMS affirme avoir enregistré plus de 100 cas de variole du singe dans une douzaine de pays, dont la Grande-Bretagne, l'Espagne, Israël, la France, la Suisse, les États-Unis et l'Australie.
La variole du singe est une maladie virale dont les symptômes comprennent de la fièvre, des frissons, des éruptions cutanées et des lésions sur le visage ou les organes génitaux. L'infection peut se propager par contact avec une personne infectée ou ses vêtements ou ses draps. La variole du singe peut être mortelle dans environ 10% des infections. Il n'existe pas de traitement spécifique et les experts disent que la plupart des patients peuvent en guérir. La vaccination contre la variole est efficace pour prévenir la maladie, selon les experts. Historiquement, les cas de variole du singe ont généralement été signalés en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, où la maladie est endémique chez les animaux. L'OMS prévient du risque d'une augmentation de cas dans les pays non endémiques durant cette flambée. Le docteur Amesh Adalja de Johns Hopkins nous en dit plus. Je pense que nous allons voir plus de cas au Canada et aux États-Unis parce que cette épidémie de variole du singe est un peu inhabituelle. Ce n'est pas quelque chose qui est attribuable au contact avec un animal infecté ou à un voyage dans une région endémique. C'est quelque chose qui se répand à travers les contacts sociaux. Et parce qu'il manque certaines de ces caractéristiques épidémiologiques antérieures, des cas peuvent nous échapper et donc se propager et cela va probablement entraîner la découverte de plus de cas dans les jours et les semaines à venir. Un professeur de génie mécanique de l'Université du Texas à Austin a créé des nanorobots qui ont le potentiel de guérir le cancer et de nettoyer les lacs. Diana Mitchell rend visite au professeur et à son laboratoire pour voir son travail de première main. Voici son reportage repris par Claire Morin-Gibourg. Les robots sur lesquels travaille le professeur Yuebing Zheng et son équipe sont nettement plus petits que la pointe d'un stylo. Ces engins minuscules traverseront le corps humain et pourront, de manière autonome, cibler certains problèmes comme une tumeur cancéreuse. J'espère qu'un jour, ils pourront pénétrer dans notre corps et effectuer une intervention chirurgicale ou détecter où se trouvent ces cellules tumorales afin que cela puisse être une thérapie non invasive pour nous. Cela peut ressembler à de la science-fiction, mais les scientifiques du monde entier travaillent pour en faire une réalité. On fait pénétrer ces robots dans le corps par injection ou en les avalant. Une fois qu'une tumeur leur sera donnée comme cible, le professeur Zheng de l'Université du Texas à Austin explique qu'ils communiqueront les uns avec les autres pour travailler collectivement à atteindre leur objectif. Certains chercheurs utilisent des ondes ultrasonores ou des réactions chimiques pour déplacer les nanobots. L'équipe du professeur Zheng utilise l'optique, une lumière sous la forme d'un faisceau laser de haute puissance pour manipuler les minuscules robots qui sont faits d'or, de silicium et de polystyrène. L'objectif de M. Zheng est que les micro-nanorobots, comme il les appelle, apprennent à travailler ensemble, un peu comme un banc de poissons. Comment pouvons-nous faire en sorte que ces différents types de micro-robots commencent à avoir des interactions afin qu'ils puissent avoir un comportement coordonné? Le professeur Zheng compare les robots à des voitures autonomes qui ont une destination, mais doivent apprendre les règles de la route et ses dangers. Pour eux, il s'agit d'éviter le trafic du système immunitaire dans le corps. Et les futurs rôles des micro-nanorobots ne se limiteront pas au corps humain. Le professeur Zheng affirme qu'il pourrait un jour être placé dans un lac pour nager et nettoyer les polluants, par exemple. Des études cliniques chez l'homme devraient commencer dans les prochaines années. Il ne faudra donc peut-être pas longtemps avant que les nanorobots effectuent des chirurgies de l'intérieur. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations et l'actualité sur le coronavirus, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter @linormoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. À bientôt.